50 Cent est connu pour ça. Ça. Même ça. Ces morceaux avec Dre et Eminem, son label légendaire G-Unit, et tout le monde connaît son histoire durant laquelle il s'est mangé 9 balles dans le corps et a survécu. Mais aujourd'hui, on va pas parler de tout ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment ce mec a bâti une des carrières les plus impressionnantes de l'histoire de la musique en s'embrouillant avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est littéralement tout le monde. Alors comment? C'est simple. Personne ne maîtrise l'art du clash mieux que 50, et il n'a jamais eu de pitié pour qui que ce soit. Il a très vite compris que s'en prendre aux autres pouvait faire sa publicité à lui, et ça même avant d'être connu. De Jay-Z à Kanye West, en passant par Rick Ross, Snoop, Madonna, DJ Khaled, c'est presque un super vilain du rap qui n'a jamais passé une journée sans être dans une embrouille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il en est presque toujours sorti intact. Ou presque. Il a mis au point presque une méthodologie, presque une logique au clash. À tel point que pour nous, ça en devient presque de l'art, et aujourd'hui, pour nous, on va essayer de décrypter tout ça en 7 étapes. Nobody likes me, but that's okay. Because I don't like y'all anyway. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Étape 1. Tirer dans le tas. Août 1999. On est aux prémices de la carrière de Curtis Jackson, le vrai nom de 50 Cent. Le jeune rappeur vient de signer son contrat avec Columbia Records et sort son premier vrai single, How to Rob, produit par le duo mythique Trackmasters. Hey yo, the bottom line is, I'm a crook with a deal. If my record don't sell, I'm a rob and steal. You better recognize, nigga, I'm straight from the street. These industry niggas is starting to look like something to eat. Alors, ce titre ne s'est pas vendu à des millions d'exemplaires, tout ça, mais il a quand même fait l'effet d'une bombe dans le rap. Alors pourquoi? Parce que tout au long du morceau, 50 explique méticuleusement comment il va dépouiller tout le rap américain. Personne n'est épargné. Il parle de planter le mari de Whitney Houston pour lui prendre son argent, de kidnapper Lil King pour que P. Diddy le paye tout en twerkant devant le distributeur, et il se permet aussi de se moquer du poids de Missy Elliott et de Timbaland. Rappeurs, rappeuses, chanteuses, producteurs qui viennent de New York, de Los Angeles, du sud des États-Unis, tout le monde en prend dans sa gueule. Le morceau se met très vite à tourner partout et forcément, les personnes citées veulent en découdre avec ce mec que personne ne connaît. À ce moment-là, personne ne sait qui est 50 Cent. Et il s'est même pas encore fait tirer dessus. On n'a rien de 50 Cent. C'est vraiment un rookie où, bah voilà, il a la hargne. C'est-à-dire que factuellement, 50 Cent, il arrive dans ce game en chiant sur la gueule de tout le monde. Alors oui, c'est risqué pour débarquer dans le game, mais ce premier coup de poker est une réussite. D'un côté, le public rap l'identifie sérieusement pour la première fois, et de l'autre, il a foutu le seum à tous les artistes qu'il a mentionnés dans How to Rob. Et ce morceau va même l'emmener encore plus loin, puisqu'il va avoir une réponse en personne de Jay-Z. Cette punchline tourne évidemment 50 au ridicule, mais il faut se rendre compte qu'en 99, il n'a pas encore sorti le moindre disque officiel. Et Jay-Z, lui, a déjà plus de 15 millions d'albums vendus. Donc cette phrase de Jay-Z va faire augmenter très rapidement la cote de popularité de son rival, que ce soit voulu ou non. Alors le beef n'a jamais éclaté entre les deux. Il y a Jay-Z qui raconte même dans une interview que quand il rencontre 50 pour la première fois, il lui dit « Mec, j'ai adoré le morceau, j'ai trop kiffé. » Parce que bah ça fait partie un peu du jeu aussi de clasher les gens, c'est ça, on parle de rap là, c'est pas les bisounours. La stratégie de 50 consistant à tirer dans le tas s'est avérée encore plus efficace que prévu. Et How to Rob lui a permis de vraiment décoller. Donc l'étape numéro 1, c'était de tirer dans le tas, et évidemment il s'est pas arrêté là. Étape numéro 2. Ne pas avoir peur de plus gros que soi. How to Rob devait être le single du premier album de 50, Power of the Dollar. Mais sa maison de disques, Columbia Records, n'a jamais sorti le disque. Suite à la fusillade dont a été victime Curtis, son label l'a lâché et le projet a été jeté aux oubliettes. Il a tout de même eu le temps de sortir 2 singles issus de l'album, un feat avec les Destiny Childs et ce morceau. Sur ce son, il attaque frontalement Ja Rule. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un des rappeurs new-yorkais les plus connus de la fin des 90s et du début des années 2000. Au moment où son embrouille démarre avec 50, il vient de sortir son premier album et on a vendu plus d'1 million, avec notamment des feats de DMX et de Jay-Z. Encore lui.
Alors comment ce bif a commencé? En fait, il est dit qu'une rumeur aurait éclaté parce qu'apparemment un gars de 50 aurait volé une chaîne de Ja Rule sur le tournage d'un clip. Non, y a rien de plus dévalorisant que de voler la chaîne d'un rappeur, donc ça va pas se passer comme ça. Alors oui, très bonne question, si c'est déjà 50 Cent qui a dépouillé son adversaire, pourquoi c'est lui qui sort le premier diss track? Eh bien tout simplement pour se foutre de la gueule de Ja Rule, comme pour prendre un temps d'avance. À cet instant, le bif a des allures de David contre Goliath, étant donné que 50 n'est personne et que Ja Rule est déjà une star. Et au lieu de l'ignorer, Ja Rule va rentrer frontalement dans le clash. Erreur. Alors oui, Ja Rule va rentrer très sérieusement dans le clash au point d'aller le retrouver en studio pour le tabasser. Voilà, c'est notre époque. 50 Cent va même se prendre un coup de couteau, mais il reviendra casser la gueule de Ja Rule en musique avec ce titre. Ça y est, on est fin 2002 et 50 Cent a pris une autre dimension dans sa carrière. Il a signé un nouveau contrat avec Aftermath, le label de Dre, et il sort donc son premier single dédié à la bande originale du film 8 Mile, où il attaque implicitement Ja Rule. But you never nothing. You say you a wankster and you need to stop frontin'. You go to the dealership, but you'll never cop nothing. You been hustling a long time and you ain't got nothing. S'en suivra l'album Get Rich or Die Trying, classique parmi les classiques dans lequel on retrouve Back Down, un nouveau diss track envers Ja Rule. Et là le pressing va finir par payer. Ça en est trop pour le MC, il va répondre avec un track. Ce morceau c'est Loose Change, et oui, ça reste moins dangereux qu'un coup de couteau. California, love is what you crave, so on your grave, it's gonna read here live 50 who snitched on many, the $50 that nickeled and dimed and died like Penny, and murder incus in the deepest condolences and sympathies, the aftermath is shady, in the scope and Jimmy dive in, you know your team, they really some peons, getting peed on and linked on. Donc bon, Ja Rule il est énervé, il tire sur tout le monde, il tire notamment sur Busta Rhymes et Eminem aussi, d'ailleurs Eminem lui répondra ici. Bah oui, parce que Ja Rule a eu la mauvaise idée de s'attaquer à un sniper, mais aussi de mentionner le nom de sa fille. Et ça, c'est une grave erreur. Résultat, Busta, Eminem et 50 vont sortir un son pour détruire leur opposant, Hail Mary, sur une prod de Tupac. Ja's words being quoted in the source, stealing pot shit like he just wrote it. You loud mouths, pray to God, hoping no one's listening. Now you wondering why DMX blow them out. Next time grown folks talking, bitch, close your mouth. It's kinda funny when I be pop when I fake like he dog running around talking shit that he ain't capable of. Ja Rule se retrouve dans les cordes, mais il ne veut pas en rester là. Il sort son 5e album studio, Blood in My Eye. Alors, il est certainement aveuglé par toute la haine qu'il a contre 50, parce qu'il a trop le seum, il se fait manger par un petit. C'est ça qui se passe en fait, de base. Et sur son album, toutes les punchs, toutes les phases sont pour 50. Il a trop la haine, sauf que bah son album... flop. Il sort un nouveau projet l'année d'après, mais se casse encore une fois la gueule. Les ventes sont catastrophiques, et Ja Rule va faire une pause dans la musique jusqu'en 2012, soit pendant près de 9 ans. Voilà, pour cette seconde étape, 50 Cent avait pour but de détruire la carrière de Ja Rule. En tout cas, il l'a mis en pause pendant 9 ans. Autant vous dire qu'elle a pas non plus redécollé. Il s'est d'abord attaqué à un rappeur bien plus connu que lui, avant d'arriver à sa hauteur, niveau notoriété, et enfin, il a pu l'écraser. En vrai, Ja Rule a sûrement fait une erreur en répondant aux provocations d'un nobody. Résultat, le nobody s'est fait un nom, et lui sort perdant, comme il le reconnaîtra lui-même en interview en 2013. We talk about it. Right. Yeah, we took the L. It was orchestrated very well. He was a part of the juggernauts at that moment. Eminem, Dre, they were very, very big. So as we were big over on our side, they were also big on our side, on their side. And as everything started to crumble for us, as far as we didn't have a label as a home anymore. You understand? There was a lot of things that were falling apart for us. It was easy for him to get people to turn on. Bulldoze. Right. Mais le bif ne s'arrête pas là, parce qu'en 2018, 50 Cent en a rajouté une couche. Alors ça, l'histoire est très connue, vous avez dû le voir passer. 50 Cent va aller sur Groupon, un site discount, et va acheter toutes les places des premiers rangs d'un concert de Ja Rule. 200 places, juste pour le plaisir de voir Ja Rule chanter devant personne. Il va même enfoncer le truc en se foutant de sa gueule sur Insta, avec ce magnifique montage, et quand on lui demande en interview pourquoi il a fait ça, il répond « Yeah, like it was like this, for you to buy it, and I was like, that was so cheap, I might as well just buy it. » Ce photomontage, il est devenu ultra connu, au moins maintenant comme ça, vous saurez d'où il vient. Et le pire dans cette histoire, c'est que Ja Rule va être obligé d'annuler son concert, faute de public. Et évidemment, 50 Cent s'en est donné à cœur joie pour se moquer, parce que je vous le rappelle que 50 de base, c'était lui le type. Étape numéro 3. Ne pas avoir de sentiments. Vous l'avez compris, 50 Cent aime bien s'embrouiller avec tout le monde, et cela vaut même pour les membres de sa propre équipe. Oui,
de sa propre team. Dès son premier album, il dédicace sans cesse le G-Unit. Le G-Unit, c'est les rappeurs de son crew qui a pas mal évolué au fil du temps. Mais aujourd'hui, ceux qui nous intéressent sont les principaux artistes du label. Young Buck, Lloyd Banks, Tony Yayo et The Game, un jeune californien et futur star du rap. En gros, ce sont les mecs avec qui 50 a construit sa carrière. Pour Lloyd Banks et Tony Yayo, il les connaissait même avant de faire du rap. Ils ont sorti énormément d'albums et de mixtapes ensemble, au point que le groupe G-Unit a dominé les charts américains avant que notre super vilain préféré ne s'en prenne à tous ses collègues. Tout va commencer après la sortie de The Documentary de The Game. Pareil, classique de chez classique. L'album est un carton plein à sa sortie en janvier 2005, en s'écoulant à presque 600 000 albums en première semaine. À cette époque, The Game est seulement connu parce qu'il est signé chez G-Unit, et faut bien se rendre compte que les 3 premiers singles issus de son album sont tous des feats avec 50 Cent. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. If you take a look in my eyes, you see I be a gangster till I die. That California chronic got me so high. You ain't tellin' where you from, nigga, what's up? Un mois plus tard, 50 donne une interview chez Hot 97 et coup de tonnerre. 50 va virer The Game du G-Unit en direct à la radio. C'est-à-dire que si t'écoutes la radio et que t'es The Game, t'apprends en direct que t'es viré. Ce qui s'est passé, c'est que The Game a dit ne pas vouloir se mêler des bifs de 50 Cent. Ce n'est pas parce que ce dernier s'embrouille avec Ja Rule ou Nas qu'il doit le faire aussi. Et ça a pas plu à 50. Viens là, toi. Du coup, il a managé à sa façon et il l'a viré. Voilà. He has a lot of inconsistencies, you know what I'm saying? Like, it's incredible that he would come back and forget how much I've done for him. So where does he stand as far as G-Unit is concerned right now? Across the street or around the corner. He's not in my camp. Not at all. No way. La dinguerie de cette histoire, c'est que The Game entend ça en direct à la radio. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tracer directement au studio Dot 97 pour régler l'affaire. L'interview va être coupée en plein live, et ça commence à se tirer dessus devant la radio. Ils vont ensuite s'insulter par 10 tracks interposés, avant que 50 ne décide de s'en prendre à un autre membre de son crew. En avril 2008, 50 va une nouvelle fois se rendre chez Hot 97 pour donner une interview. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer là-bas? Eh bien écoutez, il va virer Young Buck en direct à la radio. Encore. Exactement comme il l'a fait avec The Game. Cette fois-ci, pas de coup de feu, mais vous connaissez la chanson, les deux artistes vont s'attaquer dans différents morceaux. Young Buck va même sortir plusieurs sons avec The Game, l'histoire de bien énerver 50. Les années passent, et c'est en 2010 enfin que 50 va défier son ami de toujours, Lloyd Banks. Cette fois, c'est pas à la radio, mais sur Twitter qu'il va attaquer son pote, qui va tout simplement répondre « Tu me menaces alors que tu n'as que 2 amis, et je suis l'un d'entre eux ». De son côté, 50 a pris soin de supprimer ses tweets meurtriers, mais va s'éloigner petit à petit de son pote. C'est seulement 4 ans plus tard qu'il va faire le point sur la situation de Lloyd Banks, mais aussi de celle de Tony Yayo au sein de G-Unit dans une interview avec le Breakfast Club. Il dira « Un pote comme ça, ou rien ». Ah, on peut compter sur lui. Le mec enterre tout simplement la carrière de ses amis d'avant le rap. Voilà le conseil que je pourrais vous donner, les enfants. Écrasez tout ce qui existe autour de vous. Ne mettez pas de sentiments dans vos vies. Il n'y a que vous qui compte. En 10 ans, 50 a réussi à s'embrouiller avec tous les artistes dont il était proche et avec qui il collaborait régulièrement. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'après s'être brouillé avec ces gars, ils se sont tous mis à beaucoup moins vendre d'albums avant de tomber dans l'oubli, excepté pour The Game qui a réussi à remonter la pente. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était carré. Parce que chaque rappeur qui était signé chez G-Unit devait signer un contrat qui stipulait qu'il n'avait pas le droit de critiquer publiquement 50 Cent. Malin. Tout ça était brillamment réfléchi, on parle quand même du super vilain du rap, parce que du coup il signait un contrat comme ça 50 Cent, il pouvait tranquillement les poignarder dans le dos, et eux ils pouvaient rien faire. Ou alors s'ils le faisaient, ils perdaient directement, instantanément, leur contrat. Ça c'est machiavélique. Vous vous rendez compte le cerveau qu'il faut pour penser à ça? Il est méchant, c'est le plus grand super vilain. Étape numéro 4. Savoir se mettre en scène sur internet. Tout commence quand Rick Ross donne une interview à la radio en affirmant que 50 Cent l'a mal regardé pendant les derniers BET Awards de 2008. Un grand classique en soi pour enclencher un bif. Moi je te regarde mal? Ouais, toi tu regardes mal. 50 Cent répondra qu'il n'a même pas vu Rick Ross ce jour-là, mais ça ne va pas l'empêcher de rentrer dans une guerre à rallonge contre le rappeur de Miami. Début 2009, un leak d'un morceau de Rick Ross, Mafia Music, apparaît sur internet et on entend attaquer frontalement 50 Cent. Mais cette fois 50 Cent va pas répondre en musique, du moins pas qu'en musique. D'abord, il poste une vidéo sur son site thisis50.com et sur YouTube où il assure qu'il va détruire la vie de Rick Ross. Like, you so unimportant that I don't even remember walking past the nigga or anything.
shit is crazy, you know what I'm saying? But I'm gonna fuck your shit up. Il avait déjà compris qu'Internet pouvait être un vrai terrain de jeu pour lui, principalement pour gérer ses clashs à répétition. Après cette vidéo, il sortira ce titre. Officer Ricky, radio for backup. See ass anyway, you know I'm gonna act up. You wanna play with me when I don't wanna play? Have my niggas whip the skin off your ass in broad day. Ce diss track est terrible pour Rick Ross parce que 50 Cent le détruit. Bon, ok, il en profite pour tirer gratuitement sur DJ Khaled, parce qu'on le rappelle, l'étape 1, c'était de pas pouvoir s'empêcher de tirer dans le tas, mais surtout il se moque du fait que Rick Ross était un ancien surveillant de prison. Parce que oui, avant de rapper des morceaux où il se prend pour un baron de la drogue, bah ce mec massif tatoué des pieds au visage était tout simplement maton. Alors même si l'info existait déjà sur le web à l'époque, c'est principalement 50 Cent qui l'a révélé au monde. Premier coup dur pour la crédibilité de Rick Ross. Du coup, 50 Cent a continué d'utiliser son site internet ou YouTube pour agresser Rick Ross, tant qu'à faire. Il s'est mis à sortir une série animée intitulée Official Ricky Cartoon. Une série animée dans laquelle il met en scène Rick Ross dans des situations improbables et hilarantes. Il est allé jusqu'à créer un dessin animé pour clasher quelqu'un. Il va tellement loin, c'est l'entertainer originel. Étrangement, plus on se rend compte de la stratégie de clash de 50, plus on voit d'où notre rappeur français préféré s'inspire. Du coup là ça y est, 50 a attrapé son adversaire à la gorge et il compte pas le lâcher. Tout juste 4 jours après avoir sorti son diss track, Official Ricky, il sort une interview de la mère du fils de Rick Ross, Taya Kemp. Oui, ce malade est allé chercher la daronne du fils de son rival pour l'humilier. Dans la vidéo, elle confirme qu'il était bien surveillant de prison et certifie qu'il n'a jamais été un vrai gangster. Et puis, à la fin de l'interview, 50 l'emmène faire du shopping chez Gucci, ça n'a aucun putain de sens. À la fin, Rick Ross il va essayer de répondre comme il peut en sortant ce diss track. We laughing at your ass and you dress so bad, we be laughing at your ass. Another case of poor marketing. Threatening everybody, guess it's poor targeting. Mais le morceau ne prend pas vraiment et Rick Ross n'a même pas le temps de souffler que 50 balance un nouvel épisode de son cartoon, ainsi qu'une nouvelle diss track accompagnée de Lloyd Banks et Tony Yayo. Alors Rick Ross, il est un peu dépassé par les événements, il essaie de se défendre comme il peut. Il va lui aussi sortir une série animée pour répondre, entre guillemets. Ça n'a pas marché, très mauvaise strat. Donc du coup, ils vont tous les deux se renvoyer la balle, blablabla, pendant quelques semaines, jusqu'à ce que 50 utilise sa cartouche finale. On ne sait toujours pas par quel moyen, mais il s'est procuré une sextape de la mère de l'enfant de Rick Ross, la baby mama de son rival. Et là, accrochez-vous, il va donc sortir sur internet un react où il commente tranquillement la sextape. C'est un malade. C'est juste l'ennemi que tu ne veux pas avoir. Mais on va y revenir parce que cette fois-là, 50 est allé beaucoup trop loin. Il va quand même continuer d'enchaîner son adversaire en sortant une vidéo où il emmène le fils de Rick Ross et sa mère rendre visite à Floyd Mayweather. Elle sortira même un bouquin sur sa relation avec Rick Ross en l'humiliant bien comme il faut, et ce livre est produit par ce bon vieux 50 Cent. Alors oui, on se demande tous si ce type a un cœur ou si c'est juste le mal incarné qui veut détruire tous les artistes qu'il croise sur son passage. A priori, je pencherai plus sur la deuxième option, vu ce qu'il a fait subir à DJ Khaled. Étape numéro 5. Terrifier son adversaire. On a déjà parlé du son Officer Ricky, où 50 Cent mentionne DJ Khaled. Eh bien, il va surenchérir avec une lettre de menace terrifiante. Sachant qu'à la base, DJ Khaled, il s'est juste pris une balle perdue. Il apparaissait même dans un des épisodes de Officer Ricky, et maintenant 50 décide de le provoquer clairement avec un poème. I just want to tell you what it's like to tell me. I know where your mama house at. Now look, you can see. But I just want to tell you what it's like to tell me. I know where your mama work at. Now look at her, sleep. Curtis explique à Khaled qu'il sait où sa mère vit et travaille. On voit même des images d'elle à son taf, presque filmées en caméra cachée. Alors certains journalistes ont tenté d'aborder le sujet auprès de DJ Khaled, mais il a toujours choisi de ne pas répondre. Et c'est peut-être la meilleure solution à adopter face à 50 Cent. Mais alors est-ce qu'il a fait ça par vrai choix stratégique, ou parce qu'il était terrorisé? Je sais pas. En tout cas, 50 à chaque fois, il flirte pile avec la limite entre l'illégalité et le coup de pression. Mais il franchit jamais vraiment trop cette limite. Et c'est ça qui en fait un antagoniste, un super vilain, ultra complexe. Alors finalement, rien n'est arrivé à DJ Khaled et sa maman, mais enfin bon, le petit coup de pression là, celui-là, c'est vraiment un que tu veux pas vivre quoi. Lui aussi a dû réfléchir à une méthode et à mon avis, elle se résume à toujours se méfier des plus petits que soi. Étape numéro 6. Ne pas sous-estimer son adversaire. On l'a vu avec le clash contre Ja Rule, c'était lui la star, et en sous-estimant 50 Cent, il a fini par perdre le bif et mettre sa carrière en péril. 50 a commis la même erreur en s'attaquant à Kanye West. Les deux artistes doivent sortir leur album respectif le même jour, le 11 septembre 2007. Dans un élan de confiance, Curtis décide de défier Kanye West en interview. Everybody roots for the underdog when he goes against the favorite, but put it like this, let's raise the stakes. If Kanye West sells more records than 50 Cent on September 11th, I'll no longer write music. Alors ce clash, on le devine bien, c'est plus un coup médiatique qu'autre chose, mais ça va quand même mal tourner pour 50. L'erreur de 50 Cent ici, c'est de ne pas s'être concentré sur la musique, alors qu'il avait l'habitude de le faire. Que ce soit avec Ja Rule, Rick Ross ou même Fat Joe, la force de 50,
c'est la musique, parce qu'il est imbattable en clash. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus, surtout en 2007. Mais contre Kenyé, il veut laisser parler les chiffres à sa place, et il va perdre. Pour la première fois de sa carrière, il se fait ridiculiser par son adversaire, sans que Kenyé ait à sortir le moindre diss track. Son album Graduation va s'écouler à 957 000 ventes en première semaine, contre 691 000 pour l'album Curtis. Grosse défaite pour 50 Cent, qui se fait ridiculiser par un mec en polo rose et sac à dos, en soi l'opposé total du gangster badass et dangereux qu'il incarne. Mais ce n'est pas la seule erreur qu'il a commise. Il est temps de revenir sur cette histoire de sextape. Étape numéro 7. Ne pas aller trop loin. Vous vous rappelez quand j'ai dit que 50 avait sorti une sextape d'une des baby mamas de Rick Ross? Eh bien cette femme, l'Astonia Leviston, a attaqué le rappeur en justice, et elle a bien fait. Après 5 ans de procès, la sentence tombe en 2015. Le New-Yorkais perd très logiquement, et il est condamné à verser pas moins de 5 millions de dollars à sa victime. Et ça fait mal. Mais vous savez que c'est un super vilain, qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac, et donc du coup 3 jours après, il se déclare en faillite pour ne pas avoir à payer la décision du juge. Un antagoniste. Finalement, il a réussi à éponger sa dette totale de 22 millions de dollars, moins de 2 ans plus tard, sans qu'on sache vraiment comment. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a des choses vraiment à retenir dans tout ça? Il y a une dernière règle très simple, et c'est 50 qui la donne. Tu ne lances pas un bif si tu n'es pas numéro 1. Ce qui pose la question, est-ce que 50 a déjà été numéro 1? Parce que lui ne s'est jamais arrêté de clasher. Aujourd'hui, son terrain de jeu, ce ne sont plus les diss tracks, mais Insta. Si vous allez sur son profil, vous pouvez voir qu'il continue d'attaquer à peu près tout le monde. Que ce soit des rappeurs, des patrons de labels, des actrices, des chanteuses. Personne ne passe au travers tout simplement parce que il ne peut pas s'arrêter. Le clash est une marque de fabrique qu'il faut alimenter. Cette année, il était en tournée pour fêter les 20 ans de son album Get Rich or Die Trying, et le succès qu'il connaît est encore massif dans le monde entier. Tout ça en ayant commencé par menacer de voler toute l'industrie. Et 24 ans plus tard, on est obligé d'avouer que ça a quand même marché quoi. En tout cas, il pourrait clasher Noël, que ça ne m'étonnerait pas. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, et merci d'avoir été là. Alors écoutez, oui, ce n'est pas le même jour, je suis en plein mois de décembre, et je viens de finir le tournage de ce calendrier de l'Avent. Je me suis dit que ce serait cool de faire un petit bilan aussi, de vous expliquer ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu être possible, tout ça, c'est un peu arrivé de nulle part, mais c'était un vrai défi que je me suis lancé, moi et ma team, et donc du coup, j'ai l'impression que je vous dois un peu quand même des explications. Déjà, merci pour ces 24 jours d'avoir été là, je sais que des gens vont le regarder dans le temps, je sais que des gens ont suivi ça au jour le jour, c'était un vrai refuge tous les soirs de pouvoir vous lire, etc., et de voir que des gens sont contents, ont hâte ou quoi que ce soit, ou se font passer le mot, c'était une vraie régalade. Côté taf, moi je trouve ça déjà hyper important de vous remercier vous d'avoir suivi toute cette aventure. Moi je dois absolument remercier toute l'équipe avec qui je travaille parce que en France on a beaucoup de youtubeurs qui incarnent leur chaîne et j'en fais partie puisque j'incarne moi-même mes vidéos. Mais sachez que par exemple derrière ce calendrier de l'Avent, il y a 7 à 8 auteurs, je vais écrire leurs prénoms, qui ont bossé depuis le mois d'octobre sur les sujets. Donc il y avait des auteurs qui avaient un sujet, d'autres 2, d'autres 3. Il y a eu 7 à 8 monteurs aussi pour les vidéos différentes. On a fait une charte pour que les vidéos se ressemblent. Mais c'est que des gens avec qui je travaillais pour la première fois. Donc en fait c'était un vrai défi dans le sens où je voulais constituer une équipe de gens avec qui je pourrais potentiellement bosser et que je pourrais rappeler dès l'an prochain. Et vous avez assisté contre votre gré presque au début de moi, ma boîte de prod, où mon but c'était de pas usiner ni industrialiser parce que tu sais c'est un mot qui est un peu dégueu, mais le but c'est de me constituer une petite équipe de gens que je vais pouvoir rappeler, qui ont déjà bossé pour moi. Et en fait 24 vidéos, j'aurais mis 4 ans à faire 24 vidéos. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur la manière de bosser avec d'autres personnes, très rapidement finalement, et dans l'ensemble tout ça n'aurait pas pu être possible si on n'était pas plus d'une quinzaine dessus. Pour vous expliquer brièvement, il y a un mec qui s'appelle Greg, avec qui je bosse, qui lui supervisait tous les auteurs. C'est-à-dire que moi, je parlais à Greg, lui parlait aux auteurs. Et on n'était pas forcément en contact direct, mais on était en lien direct avec nos documents. Et ça reste un flux de fou furieux. Dites-vous qu'on avait fait une liste peut-être d'une quarantaine de sujets pour en garder 24. On en a jeté aussi je ne sais pas combien. Il y a des trucs que tu crois pertinents, et au final, une fois que t'as fini de gratter, tu te dis ça fait pas une vidéo assez complète. Toutes les vidéos du calendrier ne sont pas non plus toutes au même niveau non plus. Mais enfin bon, voilà, c'était un test, et en même temps c'est très dur parce que c'est une espèce de... C'était une quotidienne d'une vingtaine de minutes, et le flux à gérer, c'était pas évident quoi. C'était vraiment hard, là dites-vous, je suis le 12. C'était que j'ai fini de tourner tout, voilà, là, le 12 décembre. Si vous vous rendez compte de ce que ça représente en termes de taf, dites-vous qu'une vidéo du calendrier, c'est à peu près 5 jours de montage, il y en a 24, donc ça fait presque, si j'avais fait tout seul, j'aurais mis 4 mois de montage, enfermé. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Mais au moins, ça vous permet de vous rendre compte de la quantité de taf qu'il y a eu. Merci à vous. Je sais pas si c'est un truc que je referai, en tout cas, c'était une chouette expérience de faire ça. J'avais pas pu l'expérimenter, de nombreux youtubeurs ou youtubeuses l'avaient fait. Voilà, au moins je l'aurais vécu, je vois ce que ça a fait, j'en sais rien, c'est dans le futur. Je sais que même pour moi ça va faire bizarre parce que je crois qu'en plus une habitude c'est 21 jours. Donc ça y est, tu vas rentrer dans le truc d'habitude et il y aura plus la petite vidéo le soir. Enfin bon, moi j'ai une très belle vidéo qui arrive en janvier, vous inquiétez pas. On se revoit très très vite. Je suis très content d'avoir réussi ce défi. J'espère, sinon la honte, on cut ça.
Encore merci à tous les auteurs, tous les monteurs, à Greg qui a supervisé, à PE qui a géré toute la post-prod, qui a géré toute la charte, à tous les retours. Bon, il y a trop de gens à remercier. Et évidemment, je mettrai tout le monde en description parce que je me dis, bon, c'est le bilan, c'est la fin. Et en fait, on m'a posé tellement de questions tout le long, là, les 12 premiers jours en tout cas, que je me suis dit, c'est cool si je rajoute vraiment pour la dernière un petit mot pour expliquer aux gens comment ça s'est passé. En tout cas, à chaud, parce que là, je suis en plein dedans. Et j'aurai sûrement encore un autre recul une fois que ce sera réellement passé. Voilou, j'ai même pas envie de vous quitter. Désolé à ceux qui s'attendaient à ce que le 24, ce soit la méga vidéo. Le principe c'était que je voulais que sur les 24 jours, il y ait que des vidéos équivalentes, et que ce soit ça l'événement. J'espère que vous avez kiffé, que certains sujets vous ont parlé, peut-être d'autres moins, c'est normal. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été là, et je vous souhaite à tous un joyeux Noël, et de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci à tous.